je ne sais pas si c'est une nouvelle vocation, mais c'est certainement une évolution qui est logique dans son idée, puisque pour répondre à la nouvelle situation stratégique, c'est-à-dire à la fin de la guerre froide, à l'apparition de conflits asymétriques, du terrorisme, etc., il est bien évident que l'arme nucléaire massive de représailles contre les cités, contre les villes, contre les grandes agglomérations n'a plus du tout de pertinence. Donc, logiquement, si on veut trouver, si je puis dire, un emploi, une utilisation ou une justification plutôt stratégique et conceptuelle à l'arme nucléaire, il faut bien évidemment l'adapter à la menace. Donc ça veut dire qu'il faut adapter les armes nucléaires à des cibles ou à des potentiels qui seront des petites dimensions, des centres de commandement, des centres de décision, etc. Mais faisant cela, qu'est-ce qui est une évolution logique conceptuellement, faisant cela, on franchit la barre du non-emploi pour aller vers l'emploi. Et je dirais même plus vers l'emploi, ce qu'on qualifie dans notre jargon de préemptif, c'est-à-dire l'emploi offensif de l'arme nucléaire. Et c'est ça le vrai danger, car c'est la fin du tableau nucléaire, c'est le doigt dans l'engrenage de l'enchaînement de conflits nucléaires potentiels. Moi, je ne suis pas du tout dans le secret des dieux, donc je ne peux pas parler du développement de programme, d'autant plus que c'est hyper confidentiel. Donc, ce qui est vrai, c'est que Nicolas Sarkozy a fait un discours à Cherbourg qui ressemblait un peu à celui de Jacques Chirac à Lille-Longue. Et donc, l'idée, c'était d'adapter l'arme nucléaire aux nouvelles menaces. Mais en fait, le discours officiel est resté en l'état. C'est-à-dire que toujours, le discours officiel, c'est toujours l'arme du non-emploi, l'arme de l'ultime avertissement, etc., etc. Donc ça, au plan, si vous voulez, du discours, la doctrine n'a pas changé. En réalité, on voit bien que cette doctrine ne correspond plus vraiment à la réalité. Donc, je ne sais pas du tout s'il y a des programmes de recherche dans ce sens-là. Je peux dire que ce qu'on peut dire, c'est que dans les pays, d'autres pays comme les États-Unis ou l'URSS, bien sûr qu'il y a eu ce type de recherche, bien sûr qu'il y a eu cette mise au point d'armements plus précis et de moins grande capacité. L'ensemble des élites qui est concerné, il n'y a pas que les militaires ni que les politiques, il y a les médias, parce qu'en France, il y a un consensus qui s'est fait autour de l'arme nucléaire, de la dissuasion, de la doctrine de dissuasion, c'est-à-dire au fin fond de notre concept de sécurité. Donc ça reste très attaché à l'idée de départ qui était l'arme nucléaire et l'ultime garant de notre sécurité et au-delà de notre indépendance nationale, de notre autonomie d'action. Bon, ça reste profondément ancré dans toutes les élites, comme vous dites, et c'est extrêmement difficile de faire comprendre que justement l'arme nucléaire n'est plus le moyen d'assurer notre indépendance et n'est plus le garant de notre sécurité, qu'il faut trouver autre chose, on ne va pas abandonner du jour au lendemain, mais il faut progressivement chercher d'autres moyens d'assurer notre autonomie d'action. C'est très important. Et ça, c'est très compliqué parce que tout le monde a pris l'habitude d'être bien à l'abri derrière la ligne de Maginot nucléaire. Certainement que les nuages radioactifs vont s'arrêter à la frontière. Et donc, tout le monde est ancré dans ces idées qu'on est à l'abri, que ça a marché, que ça va continuer à marcher. Non, mais c'est clair qu'il y a des intérêts industriels, économiques, industriels qui sont très forts. Il y a la construction de fusées, les sous-marins, etc. Donc il y a vraiment, des intérêts qu'il ne faut pas négliger, parce que derrière ça, il y a des emplois, il y a des ressources, il y a des exportations. Donc, mais bon, on ne peut pas lutter contre l'histoire éternellement. Donc il faudra trouver d'autres moyens progressivement pour assurer la relève. Je crois que la première chose que la France pourrait faire, c'est déjà de dire qu'elle est pour un désarmement général et global.
c'est déjà une déclaration d'intention qui est très forte que pour l'instant on ne veut pas faire. Donc, alors déjà ça c'est le premier geste. Et la deuxième geste ensuite, c'est de s'associer au plan européen. D'abord, je pense avec l'Angleterre qui est la deuxième puissance nucléaire en Europe. Et avec d'autres pays bien sûr européens, pour prendre des initiatives dans le domaine du désarmement. Je crois que là, il y a une chance historique pour la France de prendre des initiatives au plan européen et de promouvoir quelque chose qui permette d'aller vers le désarmement. Donc il est évident que le désarmement, le processus sera très long et très complexe, mais bon, il faut procéder pour étapes et donc il faut se fixer des échéances et des objectifs. Et je crois que si nous, on avait un plan relativement précis pour cela, je pense que c'est vraiment une très bonne chose. Que les Américains ou les Anglo-Saxons appellent le de-alerting, c'est-à-dire que c'est la capacité à diminuer le niveau d'alerte. Bien sûr, parce qu'il y a toujours un risque d'accident. Face à une menace virtuelle qu'on prend pour une menace réelle, et ce risque existe toujours dans la mesure où on a quand même déjà diminué un peu le niveau d'alerte, en France, un peu partout dans le monde, mais c'est vrai qu'on pourrait aller encore plus loin dans ces mesures je ne sais pas comment on peut dire en français, mais de de-alerte, désescalade ou de diminution du niveau d'alerte, et du seuil de déclenchement de la riposte nucléaire. Merci.